Dans une archive poussiéreuse du sud de l'Allemagne, se trouve un document qui a préservé la vérité pendant plus de 500 ans. Un procès verbal, écrit sur du parchemin jauni, avec une encre depuis longtemps effacée, mais dont les mots crient encore. C'est le témoignage d'une femme qui n'avait rien d'autre que son courage. Une servante qui s'est tenue devant les hommes les plus puissants de sa ville et a raconté ce que son maître lui faisait chaque nuit. Ce procès verbal existe encore aujourd'hui, et ce qu'il contient a le potentiel de changer à jamais notre image du Moyen-Âge allemand. Car ce que nous croyons savoir sur la vie de nos ancêtres n'est souvent que la moitié de la vérité. Le côté magnifique, les châteaux de chevaliers, les routes commerciales, les cathédrales gothiques. Mais derrière les portes closes des maisons bourgeoises et des domaines, quelque chose se passait, dont personne ne parlait. Un système qui faisait des femmes une propriété et donnait aux hommes le droit de disposer de leur corps, non pas par la violence brute dans la rue, mais par les lois, par les traditions, par le consentement silencieux de toute une société. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Elsbeth, une histoire basée sur de véritables actes judiciaires, des documents juridiques transmis et des recherches historiques. Une histoire qui montre ce que signifiait vraiment être une jeune femme au service d'un homme puissant, à une époque où la parole d'une servante valait moins que celle d'un cheval. Si ces chapitres oubliés de l'histoire allemande vous intéressent, alors laissez un pouce levé, car ce que vous allez entendre va ébranler fondamentalement votre image de l'Allemagne médiévale. Elsbeth est arrivée à Nördlingen à l'automne 1468. Elle avait 19 ans, la fille d'un paysan appauvri d'un village près de Donauwörth, et elle portait tout ce qu'elle possédait dans un paquet de lin sur son épaule. Son père l'avait envoyée à Nördlingen parce qu'il y avait du travail. La ville était devenue riche grâce au commerce de la laine, et les riches maisons avaient besoin de servantes. Son père lui avait dit, en la quittant d'être obéissante, de travailler dur et de ne causer de problème à personne. Puis, il s'était retourné et était retourné à la ferme, sans regarder en arrière. Nördlingen se trouvait dans un immense cratère que le corps céleste avait creusé dans la terre souabe il y a des millions d'années. La ville avec ses murs solides et le puissant clocher de Saint-Georges semblait à Elsbeth un autre monde. L'agitation régnait partout. Les marchands annonçaient leurs marchandises. Les charrettes faisaient un bruit de ferraille sur les pavés, et l'air sentait la viande rôtie et le pain frais. Pour une fille qui ne connaissait jusqu'alors que le silence du village, c'était accablant. Nördlingen était l'un des plus importants centres commerciaux du Saint-Empire romain germanique. La foire de Nördlingen, qui avait lieu 2 fois par an, attirait des marchands de toute l'Europe. Des étoffes de Flandre, des épices d'Orient, des armes de Styrie, tout se négociait ici. La ville était prospère, confiante et fière de son indépendance en tant que ville libre de l'Empire. Mais cette richesse était inégalement répartie. Pendant que les familles de marchands vivaient dans des maisons en pierre et envoyaient leurs fils à l'université, les domestiques vivaient dans des chambres venteuses et ne possédaient guère plus que les vêtements sur leur corps. Cet écart entre maîtres et serviteurs n'était pas seulement économique, il était palpable dans tous les aspects de la vie quotidienne. Dans les vêtements, dans la langue, dans la façon dont les gens se rencontraient dans la rue. Elle trouva un emploi dans la maison du marchand de laine Konrad Langheimer.
Langheimer était un homme d'environ 45 ans, riche, respecté dans la ville, membre de la guilde des marchands. Sa maison se trouvait dans l'une des meilleures rues, haute de 3 étages, avec un atelier au rez-de-chaussée et les pièces à vivre au-dessus. Sa femme Mechtilde était une femme silencieuse au visage étroit et aux yeux qui regardaient toujours ailleurs, sauf directement la personne à qui elle parlait. Les tâches d'Elsbeth étaient clairement définies. Elle devait garder la cuisine propre, entretenir le feu, laver le linge, balayer les chambres et aider Mechtilde dans tout ce qui se présentait. En échange, elle recevait le gîte et le couvert, un lit de paille dans la chambre à côté de la cuisine, et 2 fois par an, un petit salaire qui suffisait à peine à acheter une nouvelle paire de chaussures. Au Moyen Âge, la relation entre maîtres et serviteurs était régie par des lois qui, de notre point de vue actuel, étaient effrayantes. Les soi-disant ordonnances sur les domestiques, qui étaient en vigueur dans de nombreuses villes allemandes, définissaient les servantes et les valets comme faisant partie du ménage, presque comme un inventaire. Le chef de famille avait la soi-disant autorité domestique, un pouvoir légal sur tous les membres de son ménage, qui dépassait de loin ce que nous entendrions aujourd'hui par relation de travail. Concrètement, cela signifiait qu'une servante ne pouvait pas quitter son lieu de travail sans autorisation, qu'elle devait obéir aux instructions sans objection, que le maître avait le droit de la châtier physiquement s'il le jugeait nécessaire. Et cela signifiait encore autre chose, quelque chose dont les textes juridiques ne parlaient qu'en termes voilés, mais qui était omniprésent dans la pratique. Dans le droit du haut Moyen Âge, la Lex Salica du VIe siècle, il avait déjà été établi comment traiter une servante qui commettait diverses infractions. Les peines allaient de 120 à 240 coups, mais une réglementation ecclésiastique ultérieure était particulièrement révélatrice. Un homme marié qui couchait avec sa propre servante devait s'attendre à 1 an de pénitence. La servante elle-même ne recevait que 40 jours de pénitence, mais seulement si elle pouvait prouver qu'elle avait été forcée. Cette preuve était pratiquement impossible dans la pratique. La soi-disant relation K-B-S, une sorte de relation parallèle officiellement tolérée entre un maître et sa servante, était décrite encore plus clairement. Le mot casse-e signifiait à l'origine « esclave ». Comme le maître avait le pouvoir de disposer de ses noms libres, il pouvait traiter ses servantes selon son bon vouloir. Cette relation était particulièrement répandue au IXe siècle et était tacitement acceptée par la société tant qu'elle ne perturbait pas trop visiblement l'ordre du ménage. La situation juridique des enfants issus de telles unions était particulièrement perfide. Selon le droit franc de la Lex Ripuaria, les enfants issus d'unions mixtes de classe suivaient toujours la soi-disant main la plus basse, c'est-à-dire le parent le moins bien loti juridiquement. Un enfant d'une servante restait donc non libre, même si son père était un puissant seigneur foncier. Le père pouvait certes améliorer le statut juridique de ses enfants en leur accordant la liberté, mais il n'y était pas obligé. Beaucoup ne le faisaient pas. Les enfants de telles unions grandissaient comme des cerfs, sachant qui était leur père, mais sans aucun droit à son héritage ou à son nom. Ce système n'était pas un état d'exception, pas un cas isolé regrettable. C'était la règle. À une époque où la liberté personnelle était un privilège et non un droit, où la possession d'une personne déterminait sa valeur, et où les femmes étaient fondamentalement considérées comme subordonnées aux hommes, l'exploitation des servantes par leurs maîtres était aussi quotidienne
que le pain quotidien. Dans le cas d'Elsbeth, cela a commencé insidieusement. Dans les premières semaines, Konrad Langheimer fut un maître strict mais correct. Il lui parlait peu, transmettait ses instructions la plupart du temps par l'intermédiaire de sa femme, et semblait à peine la remarquer. Elsbeth travaillait dur, se levait avant l'aube et n'allait se coucher que lorsque le dernier feu était éteint. Elle était reconnaissante pour le travail, pour le toit au-dessus de sa tête, pour la nourriture qui, bien que simple, était régulière. Mais ensuite, quelque chose a changé. C'était un soir d'automne avancé, lorsque Mechtilde était partie chez sa sœur dans une ville voisine. Konrad appela Elsbeth dans sa chambre, soi-disant pour enlever une tache de son meilleur pourpoint. Lorsqu'elle entra, il était assis à table avec une bougie et une cruche de vin. Il la regarda longuement, d'une manière qu'elle ne connaissait pas encore. Puis, il lui dit de fermer la porte. Ce qui s'est passé cette nuit-là, notre histoire se tait sur les détails explicites. Car l'important n'est pas l'acte lui-même, mais le système qui l'a rendu possible. Konrad Langheimer s'est approprié ce qu'il considérait comme son droit, et Elsbeth ne pouvait rien y faire. Car où aurait-elle pu aller? Retourner chez son père, qui l'avait renvoyée dans la rue, où une jeune femme sans emploi et sans protection était exposée au pire danger, aux autorités qui mettraient toujours la parole d'un marchand respecté au-dessus de celle d'une servante sans nom. Le lendemain matin, Elsbeth alla dans la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle attisa le feu, coupa le pain, alla chercher de l'eau au puits. Ses mains tremblaient, mais elle se força à rester calme. Konrad apparut pour le petit déjeuner, la salua brièvement et mangea comme si c'était un matin comme un autre. Cette normalité était peut-être le plus cruel de tout le système. Il n'y eut pas d'aveu, pas de remords, même pas la reconnaissance que quelque chose d'injuste s'était produit. Pour Konrad, c'était un privilège de sa position. Pour Elsbeth, ce fut le début d'un cauchemar dont il n'y avait pas d'éveil. Dans les jours qui suivirent, Elsbeth traversa une lutte intérieure qui n'est consignée dans aucun procès verbal judiciaire, mais que toute femme dans sa situation a dû connaître, la honte qui, comme un poison, tout imprégnait, la question de savoir si elle était elle-même coupable, si elle aurait pu faire quelque chose, dire quelque chose, être différente. Cette auto-culpabilisation est l'une des armes les plus perfides de l'oppression, car elle fait de la victime une complice du coupable. C'était le piège dans lequel d'innombrables servantes se trouvaient dans l'Allemagne médiévale. Elles étaient légalement liées à leur maître, économiquement dépendantes de lui et socialement invisibles. Si un maître abusait de son pouvoir, il n'y avait pratiquement aucune issue pour la femme concernée. L'historienne Renate Durle a montré dans ses recherches sur les servantes, au début de l'époque moderne, que ce déséquilibre de pouvoir était systématique. Le contrat de service d'une servante n'était pas un contrat de travail au sens moderne, mais une relation de violence qui faisait du maître le souverain absolu des conditions de vie de la servante. La servante devait obéissance, fidélité et soumission totale. Le maître ne lui devait que le gîte, le couvert et un salaire minime. Ce système était en outre soutenu par l'enseignement de l'Église. L'apôtre Paul avait écrit dans l'Épître aux Éphésiens que les serviteurs devaient obéir à leur maître, comme le Christ lui-même. Les réformateurs du XVIe siècle, et en particulier Martin Luther, interprétèrent cela comme un commandement divin. L'obéissance au chef de famille n'était pas seulement un devoir terrestre,
mais un service rendu à Dieu. Quiconque résistait ne péchait pas seulement contre l'ordre terrestre, mais contre le Père céleste lui-même. En pratique, cela signifiait que les servantes qui se plaignaient ou fuyaient perdaient non seulement leur emploi, mais devaient aussi s'attendre à de lourdes peines. Dans certaines villes, quitter son emploi sans autorisation était une infraction passible de prison ou de châtiment public. Pour Elsbeth, le quotidien devint un enfer. Conrad l'appelait désormais régulièrement dans sa chambre, chaque fois que Mechtilde était absente, parfois même lorsqu'elle dormait dans la maison. Il menaçait Elsbeth de renvoi, de coups, de destruction de sa réputation. « Si tu parles, disait-il, personne ne te croira. On te marquera comme une fille facile et on te chassera de la ville. » Cette menace était réelle. Au Moyen-Âge en Allemagne, une femme accusée d'inconduite pouvait subir des châtiments draconiques. Dans certaines villes, la règle était qu'une servante jugée moralement douteuse pouvait être envoyée au bordel municipal, c'est-à-dire au lupanar public. De tels internements forcés sont documentés dans des villes du sud de l'Allemagne. La frontière entre une servante respectable et une femme rejetée en marge de la société était mince comme un cheveu, et le maître avait le pouvoir de décider de quel côté sa servante atterrirait. Mechtilde, l'épouse, le savait. Elsbeth en était convaincue, mais Mechtilde gardait le silence, peut-être par peur de son mari, peut-être par honte, peut-être parce qu'elle était elle-même piégée dans un système qui opposait les femmes au lieu de les unir. Il y eut des moments où les regards d'Elsbeth et de Mechtilde se croisèrent. Et dans ces moments, il y avait quelque chose d'indicible entre elles, une connaissance tacite, une impuissance partagée. Le rôle de l'épouse dans de telles situations était l'une des facettes les plus tragiques de ce système. Dans la conception médiévale, la maîtresse de maison était responsable de la supervision des servantes. Elle devait guider, contrôler et éduquer les servantes. Mais si le maître lui-même était la source du problème, l'épouse se trouvait dans une situation insoluble. S'opposer à son mari signifiait remettre en question tout l'ordre social. Le mariage était un sacrement, le mari le chef de famille, et toute opposition à lui était considérée comme un péché. De nombreuses épouses réagissaient à l'infidélité de leur mari par une haine silencieuse qui ne visait pas le mari, mais la servante. Il était plus facile de considérer la servante comme une séductrice que son propre mari comme un malfaiteur. Cette dynamique empoisonnait les relations entre les femmes du foyer et empêchait toute solidarité. Elsbeth a vécu cette dynamique de ses propres yeux. Mechtilde devint plus froide, plus dure, plus exigeante. Les instructions de travail devinrent plus strictes, les critiques plus bruyantes. Une tache sur la nappe, un plat servi trop tard, un balayage trop lent. Tout devenait prétexte à des réprimandes et des reproches. Elsbeth comprit que la colère de Mechtilde ne la concernait pas elle, mais la situation. Mais cela ne la rendait pas plus facile. Des mois passèrent. Elsbeth devint plus silencieuse, plus pâle, se replia sur elle-même. Les autres servantes du voisinage remarquèrent tard le changement. L'une d'elles, la vieille Greta, qui travaillait depuis des années pour un voisin, l'aborda un jour alors qu'elle allait chercher de l'eau au puits. « Tu as l'air d'un fantôme, » dit Greta. « Qu'est-ce qu'il te fait ?» Elsbeth secoua la tête et se tut. Mais Greta ne lâcha pas prise. Elle avait vu des choses similaires chez d'autres servantes. Elle savait ce qui se passait derrière les portes closes. Et elle savait aussi qu'il existait à Nördlingen
une possibilité que peu de gens connaissaient et encore moins utilisaient. Greta était une femme remarquable. Elle avait la fin de la quarantaine, avait survécu à 3 mètres et connaissait les règles du jeu mieux que la plupart des gens. Elle avait appris quand parler et quand se taire, quand obéir et quand trouver un moyen de contourner l'obéissance. Elle n'avait jamais été mariée, ce qui lui conférait dans la société le statut de soi-disant vieille servante. Une position qui, bien que peu respectée, était aussi associée à une certaine liberté, car celui qui n'avait plus rien à perdre pouvait dire des choses que d'autres n'osaient même pas penser. Car Nördlingen était une ville libre d'empire. Cela signifiait que la ville était directement soumise à l'empereur et possédait sa propre juridiction. Le conseil municipal agissait à la fois comme juge et comme exécutif. Et dans de rares, très rares cas, les femmes des basses classes avaient également le droit de témoigner devant ce conseil en cas de délit grave. Greta raconta à Elsbeth un cas qui s'était produit quelques années auparavant dans cette même ville. En hiver, le conseil municipal de Nördlingen avait ouvert une enquête qui allait devenir unique dans l'histoire de la justice médiévale. Il s'agissait d'une femme nommée Els von Eichstätt, une servante de cuisine qui avait travaillé dans l'une des maisons de la ville et y avait été systématiquement exploitée. Lorsque des rumeurs sur les conditions de cette maison ont éclaté, le conseil municipal a ordonné une enquête et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement Els a été entendue, mais toutes les femmes qui y travaillaient. 12 femmes au total se sont présentées devant le conseil et ont fait des déclarations. Des déclarations sur les mauvais traitements, l'exploitation, la contrainte et l'humiliation. Le conseil municipal les a crues. Les responsables ont été punis. La maîtresse de maison, Barbara Tarchenfeindin, a été bannie de la ville avec une marque au fer rouge sur le front. Son mari, Leard Freiermuth, a été démis de ses fonctions et le conseil municipal a ensuite promulgué, en 1472, un nouveau règlement qui réglementait expressément la protection des femmes dans de telles relations de service. Ce règlement contenait une clause qui permettait aux femmes de signaler les abus directement au conseil municipal, sans craindre de représailles. Les procès-verbaux originaux de ces interrogatoires sont conservés à ce jour dans les archives de la ville de Nördlingen. Ils constituent le témoignage le plus complet de l'Europe médiévale, où la perspective des femmes concernées elles-mêmes est transmise. Pas les mots de juge, de chroniqueur ou de clerc, mais les voix des femmes qui avaient subi la souffrance de leur propre corps. L'historienne Ruth Mazokaras a souligné que le concept de déshonneur féminin jouait un rôle central au Moyen Âge dans le contrôle du comportement féminin à tous les niveaux de la société. Les voix des femmes concernées elles-mêmes sont presque inconnues dans les sources historiques. Ce que nous savons de la vie de ces femmes provient presque exclusivement des écrits d'observateurs instruits, pour la plupart masculins. Les protocoles de Nördlingen sont donc d'une valeur inestimable, car ils nous ouvrent une fenêtre sur un monde qui, autrement, serait à jamais englouti dans les ténèbres de l'histoire. Après la fin de l'enquête, le conseil municipal a promulgué de nouvelles dispositions, le soi-disant règlement de la Maison des femmes de 1472. Ce règlement interdisait expressément bon nombre des pratiques d'exploitation qui avaient été révélées lors du procès. Il contenait une clause remarquable
qui permettait aux femmes concernées de signaler les abus directement au conseil afin qu'une réparation immédiate puisse être apportée. Que cette disposition ait été effectivement mise en œuvre au cours des années suivantes est difficile à établir à partir des sources disponibles. Mais sa simple existence montre que le conseil municipal avait pris au sérieux les déclarations des femmes. Cette histoire a tout changé pour Elsbeth. Pas immédiatement, pas dans un moment dramatique d'illumination. Mais lentement, au fil des semaines, quelque chose a commencé à grandir en elle. Ce n'était peut-être pas l'espoir au sens propre. C'était plutôt la connaissance qu'il existait un chemin, que quelqu'un avant elle avait parcouru ce chemin et que les murs n'étaient pas aussi impénétrables qu'ils le semblaient. Mais le chemin était dangereux, car ce qu'Elsbeth risquait, ce n'était pas seulement son emploi ou sa réputation. C'était toute sa vie. Si le conseil municipal ne la croyait pas, si Langheimer était plus puissant que la vérité, si la société prenait le parti de l'homme, alors Elsbeth perdrait tout. Au mieux, elle serait chassée de la ville comme une menteuse. Au pire, elle risquait le pilori et l'exil. La jurisprudence médiévale exigeait également des preuves. Et quelles preuves une servante pouvait-elle apporter contre son maître? À une époque où il n'y avait pas de médecine légale, pas d'enquête sur les traces, pas de témoins indépendants derrière des portes closes, la parole d'une servante s'opposait à la parole d'un marchand. Et dans la société médiévale, ces paroles n'avaient pas le même poids. Le Sachsenspiegel, le plus important livre de droit allemand du Moyen-Âge, rédigé dans les années 1420 par Eike von Rebgo, avait certes proclamé une certaine égalité devant la loi. Mais en pratique, le statut social d'une personne déterminait la crédibilité de ses déclarations. Un marchand, un maître de guilde, un conseiller municipal, c'étaient des hommes dont la parole avait du poids. Une servante, en comparaison, n'était personne. C'était à la fin du printemps 1469 qu'Elsbeth prit sa décision. Le déclencheur ne fut pas un événement unique, mais une accumulation de petits moments. C'était le regard de la voisine, qui savait tout et détournait les yeux. C'était le silence de Mechtils, qui parlait plus fort que n'importe quel mot. C'était le souvenir d'Els von Eysted et des 12 femmes de Nördlingen, qui avaient prouvé que la vérité était parfois plus forte que le pouvoir. Et il y avait encore autre chose. Elsbeth avait appris qu'elle n'était pas seule. Au cours des mois de son service, elle avait parlé à d'autres servantes de la ville, prudemment, par allusion, par regard et geste. Et elle avait compris que son destin n'était pas un cas isolé. Au moins 2 autres servantes du voisinage subissaient des choses similaires. L'une d'elles, une jeune femme nommée Ottilie, avait même eu le courage de raconter à sa maîtresse ce que le maître lui faisait. La maîtresse lui avait donné une gifle et l'avait traitée de menteuse. La société dans l'Allemagne de la fin du Moyen-Âge était à cet égard un système clos. Tout le monde savait ce qui se passait derrière les portes, mais personne n'en parlait. Il y avait un pacte de silence tacite qui protégeait les auteurs et isolait les victimes. Celui qui rompait ce pacte n'était pas admiré pour son courage, mais puni comme un perturbateur. Mais Elsbeth le rompit. Un matin de juin, elle n'alla pas au puits, pas à la lessive, pas à la cuisine. Elle alla à la mairie. Elle portait sa seule belle robe et avait soigneusement caché ses cheveux sous une coiffe. Ses mains tremblaient lorsqu'elle poussa la lourde porte en bois et demanda au gardien d'être introduite auprès du greffier de la ville. Ce qu'Elsbeth dit là fut consigné par écrit.
Le greffier de la ville, un homme maigre aux doigts tachés d'encre, écrivit chaque mot sur du parchemin. Elsbeth parla doucement, mais clairement. Elle décrivit ce que son maître lui avait fait. Elle nomma les heures, les lieux, les circonstances. Elle parla des menaces, de la peur, du silence. Et elle demanda au conseil de la croire. La réaction fut d'abord celle que l'on pouvait attendre. Scepticisme, réticence. Le greffier posa des questions qui visaient davantage la crédibilité d'Elsbeth que les actes de son maître. L'avait-elle raconté à quelqu'un? Avait-elle essayé de quitter son emploi? S'était-elle défendue? Chaque question était un reproche caché. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu? Ces questions montrent le problème fondamental de la jurisprudence médiévale dans de tels cas. La charge de la preuve reposait entièrement sur la victime. Ce n'était pas l'auteur qui devait prouver son innocence, mais la victime qui devait réfuter sa culpabilité dans sa propre situation. Les questions impliquaient qu'une femme qui ne se défendait pas physiquement, qui ne fuyait pas immédiatement, qui ne criait pas à l'aide, était d'une certaine manière complice de ce qui lui arrivait. Mais le cas d'Elsbeth avait un avantage décisif. Nördlingen avait déjà créé un précédent, avec le cas d'Els von Eysted. Le conseil municipal savait que de telles déclarations pouvaient être crédibles. Il savait aussi que derrière une accusation individuelle se cachait souvent un système qui allait bien au-delà du cas particulier. Et ainsi le conseil ordonna une enquête. Pas immédiatement, pas avec l'urgence que la situation méritait, mais tout de même. 2 conseillers municipaux furent chargés de cette tâche. Des enquêtes discrètes. Ils interrogèrent les voisins, d'autres servantes, des artisans de la ruelle. Et ce qu'ils découvrirent confirma la déposition d'Elsbeth. Les méthodes d'enquête médiévales étaient étonnamment systématiques. Les conseillers municipaux menaient les interrogatoires séparément, notaient les divergences et les concordances, et comparaient les dépositions. Cette procédure, inspirée de la méthode inquisitoriale des tribunaux ecclésiastiques, visait à garantir que les dépositions n'aient pas été concertées. Chaque témoin était convoqué individuellement, devait prêter serment, puis était interrogé selon un catalogue de questions prédéfinies. Le greffier de la ville consignait non seulement les réponses, mais aussi le comportement des témoins. S'ils hésitaient, s'ils pleuraient, s'ils baissèrent le regard. Tout cela entrait dans l'évaluation de leur crédibilité. Les témoignages des voisins furent particulièrement révélateurs. Dans une ville médiévale, les gens vivaient étroitement les uns avec les autres. Les murs étaient minces, les fenêtres souvent simplement recouvertes de tissu, et les bruits portaient loin dans les ruelles étroites. Plusieurs voisins confirmèrent avoir entendu des bruits inhabituels provenant de la maison Langheimer pendant la nuit. Une voisine, une boulangère, déclara avoir entendu à plusieurs reprises les pleurs d'une femme, suivies de la voix impérative d'un homme. Un autre voisin rapporta avoir vu Elsbeth se faufiler hors de la maison un matin, les vêtements déchirés et les larmes aux yeux. Il s'avéra que Konrad Langheimer jouissait d'une certaine réputation parmi les servantes du voisinage. Plusieurs femmes confirmèrent avoir été abordées par lui d'une manière qui dépassait la relation normale entre maître et servante. Une ancienne servante du foyer Langheimer, qui vivait désormais dans une autre ville, fut même contactée par courrier. Sa réponse fut sans équivoque. Elle aussi avait souffert des agressions de Langheimer. Elle aussi avait gardé le silence, pensant que personne ne l'écouterait. Le procès contre Konrad Langheimer devint le sujet de conversation de la ville.
Dans une société fondée sur l'honneur et la réputation, une telle accusation était un coup dur, même pour l'accusé. Langheimer nia tout. Il traita Elsbeth de servante ingrate qui voulait se venger parce qu'il l'avait punie pour paresse. Il mobilisa ses contacts dans la guilde des marchands, ses amis au conseil, ses partenaires commerciaux. Mais le conseil ne se laissa pas ébranler. Et c'est là que l'on observe quelque chose de remarquable dans la jurisprudence médiévale des villes libres d'empire. Contrairement aux tribunaux de noblesse, où le seigneur foncier était souvent le juge lui-même, les conseils municipaux avaient un certain intérêt à faire appliquer le droit et l'ordre de manière impartiale. Non pas par des conceptions modernes de justice, mais par des considérations pratiques. Un marchand qui abusait de ses servantes représentait un risque pour la paix sociale. Si un tel comportement se répandait et restait impuni, cela pouvait mettre en péril tout l'ordre de la vie communautaire urbaine. Au procès, outre Elsbeth, 2 autres femmes comparurent comme témoins. Leurs dépositions concordaient sur des points essentiels avec la présentation d'Elsbeth. Le greffier de la ville consigna méticuleusement le tout, avec la même méthodologie déjà appliquée lors de l'enquête sur le cas d'Els von Eistedt. Chaque déposition fut enregistrée individuellement. Les témoins n'eurent pas le droit de se concerter au préalable, et les procès-verbaux furent conservés sous scellé. Le jugement contre Konrad Langheimer fut relativement clément selon les critères médiévaux, mais symboliquement significatif. Il dut payer une lourde amende à la caisse de la ville, fut exclu de la guilde des marchands pendant 1 an, et dut verser une indemnité à Elsbeth, lui permettant de trouver un nouvel emploi dans une autre ville. De plus, il fut contraint de faire pénitence publiquement devant la communauté. Pour Langheimer, ce fut moins une punition qu'une humiliation. La perte de sa réputation pesait plus lourd dans la société médiévale que toute amende. Un homme publiquement marqué comme malfaiteur perdait les fondements de son existence sociale. Les partenaires commerciaux se retirèrent, les amitiés se brisèrent. Le statut social qu'il avait bâti au fil des décennies était anéanti. Mais pour Elsbeth, le jugement fut autre chose. Ce fut la preuve que sa voix avait été entendue, que sa vérité, la vérité d'une servante anonyme, avait été plus forte que le pouvoir d'un homme riche. Et au XVe siècle, c'était loin d'être une évidence. L'importance de ce cas dépasse largement l'histoire d'une seule femme, car ce qui s'est passé à Nördlingen faisait partie d'un changement plus large dans l'histoire du droit allemand. À partir du XVe siècle, les villes commencèrent à réviser leurs ordonnances sur les domestiques et à renforcer, du moins en théorie, la protection des servantes et des valets contre les agressions de leurs maîtres. À Augsbourg, par exemple, une ordonnance sur les domestiques fut promulguée en 1510, stipulant explicitement qu'un maître ne pouvait contraindre sa servante à des actes portant atteinte à son honneur. Des dispositions similaires se retrouvent dans les droits municipaux de Nuremberg, Francfort et Cologne. La mise en œuvre de ces dispositions était cependant une autre affaire. Les lois sur parchemin étaient une chose. La réalité derrière les portes closes en était une autre, car le système de la puissance domestique restait fondamentalement intact. Le maître était toujours le souverain incontesté de son foyer. L'Église prêchait toujours l'obéissance. La société continuait de détourner le regard, et les servantes, qui se plaignaient, risquaient toujours tout. Ce qui changea cependant, ce fut la conscience. Les procès-verbaux de Nördlingen, les procédures judiciaires, les nouvelles ordonnances. Tout cela montre qu'il y eut,
dans l'Allemagne de la fin du Moyen Âge, des gens qui reconnurent que quelque chose n'allait pas fondamentalement, que le pouvoir du maître sur ses servantes devait avoir des limites, que le silence de la société n'était pas une vertu, mais une complicité. Cette prise de conscience ne vint pas de nulle part. Elle fut le résultat d'un long processus qui avait commencé avec les grandes pestes du XIVe siècle. Lorsqu'un tiers de la population européenne mourut, les rapports de pouvoir furent fondamentalement modifiés. Les forces de travail se firent rares, et soudain, les servantes et les valets eurent un certain pouvoir de négociation. Les maîtres qui maltraitaient leurs domestiques risquaient qu'ils simplement ailleurs. Ce fut un changement mineur, mais significatif. Parallèlement, des penseurs humanistes, venus d'Italie en Allemagne, commencèrent à redéfinir la dignité de l'individu. L'idée que chaque être humain, indépendamment de son rang, possédait une dignité donnée par Dieu, n'était certes pas nouvelle, mais elle prit une nouvelle force au XVe siècle. Des érudits des universités de Heidelberg, Erfurt et Vienne débattirent des droits de l'individu, des limites de la domination, des devoirs des puissants envers les faibles. Mais ce qui fut le plus efficace, ce ne furent pas les théories des érudits, mais les voix des femmes elles-mêmes. Les procès-verbaux de Nördlingen montrent que les femmes concernées n'étaient pas seulement des victimes passives, mais qu'elles luttaient activement pour leurs droits. Elles utilisèrent les structures de la jurisprudence municipale. Elles s'allièrent à d'autres femmes. Elles risquèrent tout pour être entendues. Dans le cas d'Else von Eistedt, il est particulièrement remarquable la manière dont les femmes se présentèrent devant le conseil municipal. La première témoin, Anna von Holm, apporta la majeure partie des preuves. Mais les autres femmes, Adelheid von Sindelfingen, Anna von Schaffhausen, Catherine von Nürnberg, Tündlin von Augsburg et d'autres, profitèrent de l'occasion pour signaler des abus qui allaient au-delà de l'accusation initiale. Elles avaient compris que cette procédure était leur seule chance, et elles en profitèrent. Les jugements rendus par le conseil municipal de Nördlingen dans cette affaire furent consignés dans le soi-disant « livre de sang de la ville », un registre où étaient documentées les peines sévères. Ce livre de sang existe encore aujourd'hui et peut être consulté aux archives municipales. C'est un témoignage silencieux, mais puissant que les paroles de ces femmes n'ont pas seulement été entendues, mais aussi conservées pour la postérité. Pour Elsbeth, l'histoire ne s'arrêta pas au jugement. La vie continua, et elle ne fut pas facile. Elle quitta Nördlingen et trouva du travail dans une autre ville, auprès d'une famille d'artisans qui la traita mieux. Si elle s'est jamais mariée, si elle a trouvé la paix, si les cicatrices ont guéri, nous ne le savons pas. Les sources sont muettes à ce sujet, comme elles le sont sur la plupart des histoires de vie des gens ordinaires au Moyen Âge. Mechtilde, l'épouse de Konrad Langheimer, demanda le divorce après le procès, ce qui, dans le droit canonique médiéval, était connu sous le nom de séparation de corps et de lit. Une dissolution complète du mariage n'était pas possible selon le droit canonique, mais une séparation permanente pouvait être accordée pour des raisons graves. L'abus de confiance conjugale par des agressions systématiques sur une servante fut reconnu par le tribunal épiscopal comme une raison suffisante. Mechtilde retourna chez sa famille et emporta sa part des biens communs. Konrad Langheimer resta à Nördlingen, mais son commerce déclina après le scandale. Les marchands le méprisèrent. Les partenaires commerciaux se détournèrent,
et en quelques années, il passa d'un marchand prospère à un homme que la ville préférait oublier. Mais ce que nous savons, c'est que la déposition d'Elsbeth ne fut pas vaine, que ses paroles furent consignées sur parchemin et survécurent dans une archive, qu'elle devint partie d'une histoire qui dépassait largement sa propre vie. Car ce qui commença au XVe siècle dans les villes du sud de l'Allemagne fut le début d'un processus qui devait durer des siècles. Le processus, lent, douloureux, sans cesse interrompu, de la reconnaissance que chaque être humain, indépendamment de son sexe et de son rang, possède des droits inaliénables, que le pouvoir implique la responsabilité et non l'arbitraire, que le silence n'est pas un consentement, mais une complicité. Ce système d'oppression des servantes et des domestiques a largement survécu au Moyen-Âge. Encore au XVIIIe et XIXe siècle, les domestiques dans les foyers allemands étaient largement livrés à l'arbitraire de leur maître. Les ordonnances sur les domestiques ne furent réformées que progressivement, et certains aspects des anciens rapports de pouvoir survécurent dans l'agriculture jusque bien loin dans le XXe siècle. Dans la République fédérale d'Allemagne, il y eut encore jusque dans les années 60 des valets et des servantes dans les exploitations agricoles, dont les conditions de travail rappelaient les conditions médiévales. La réforme du XVIe siècle avait certes apporté de nouvelles impulsions, mais n'avait pas remis en question le principe fondamental de subordination. Martin Luther lui-même écrivit dans son interprétation du 4e commandement que les servantes et les valets devaient obéir à leur maître comme à leurs parents charnels. La seule différence était que les réformateurs soulignaient davantage les devoirs des maîtres envers leurs domestiques. Le maître devait non seulement exiger, mais aussi prendre soin. Il devait non seulement commander, mais aussi être un modèle chrétien. Mais ces appels moraux ne changèrent rien à la structure de pouvoir fondamentale. Ce ne fut qu'avec les Lumières du XVIIIe siècle qu'un véritable changement de mentalité intervint. Des philosophes comme Emmanuel Kant formulèrent l'idée que chaque être humain devait être considéré comme une fin en soi, et jamais seulement comme un moyen au service des fins d'autrui. Cette idée était révolutionnaire, car elle remettait en question toute la base de l'ordre social féodal. Si chaque être humain avait une valeur propre, indépendante de son rang, de son sexe ou de sa possession, alors aucun maître ne pouvait plus prétendre avoir le droit de disposer du corps et de la vie de ses domestiques à sa guise. Mais le chemin de la connaissance philosophique au changement social fut long et semé d'embûches. L'ordonnance prussienne sur les domestiques conserva le droit de correction du maître sur ses domestiques. Ce n'est qu'en 1869 que ce droit fut aboli dans la plupart des États allemands. Et même après, les domestiques restèrent juridiquement désavantagés par rapport aux autres travailleurs dans de nombreux domaines. Si nous revenons sur cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas seulement un exercice académique. Les mécanismes qui devaient faire taire Elsbeth existent encore aujourd'hui, sous une forme modifiée. La dépendance économique qui empêche une personne de dénoncer l'injustice. La mise aux bonnes sociales qui menace ceux qui disent des vérités qui dérangent. La question de savoir quelle parole a le plus de poids, celle du puissant ou celle de l'impuissant. En l'an, une femme nommée Else von Eistedt s'adressa au conseil municipal de Nördlingen et dit la vérité. Ces paroles furent consignées par écrit, scellées et conservées dans des archives, où elles reposent encore aujourd'hui. Elles sont la preuve qu'en des temps même les plus sombres,
des voix individuelles trouvèrent le courage de s'élever contre le silence. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de cette histoire. Pas la cruauté du système, pas la souffrance des victimes, pas l'indifférence de la société, mais le courage des quelques-uns qui parlèrent malgré tout, qui élevèrent leur voix, alors que le monde entier leur disait de se taire. Elsbeth fut l'une d'entre elles, et son histoire mérite d'être racontée. Si cette histoire vous a touché, écrivez-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. Quel aspect de la société médiévale vous a le plus choqué? Et si vous voulez en savoir plus sur les côtés cachés de l'histoire allemande, abonnez-vous à la chaîne, car il y a encore beaucoup d'histoires qui attendent d'être racontées. Des histoires de personnes oubliées, mais dont les voix continuent de vivre dans les vieux documents et les archives. Dans la prochaine vidéo, nous ouvrirons un autre chapitre sombre qui montrera à quoi ressemblait vraiment la vie derrière les splendides façades de l'Allemagne médiévale. D'ici là, et n'oubliez jamais que l'histoire n'appartient pas seulement aux puissants, mais aussi à ceux qui ont eu le courage de dire la vérité.